Imaginez un grand philosophe comme un intellectuel austère, retiré dans sa tour d'ivoire pour peaufiner ses pensées et concepts à l'abri de la nature et du commerce des hommes. Vous avez tout faux. Le plus fameux des philosophes français, Michel Serres, académicien, professeur respecté des deux côtés de l'Atlantique, est exactement le contraire. Un nomade, un marin, un bourlingueur, un ami de la terre fasciné par les éléments, la mer, le vent, les glaciers et surtout par la vie et par les mœurs des hommes. Un arpenteur inventif, ouvert à la rencontre, à l'art, à la littérature, à l'imprévu. Un penseur boulimique de connaissances et pour qui le savoir est circulation, échange, brassage, synthèse plutôt que cloisonnement. Eh bien, il nous emmène en voyage, sur l'eau, au fil de la Garonne, et dans ses réflexions vagabondes aux frontières de l'histoire, de la philosophie, de la science, de la morale, de l'esthétique. Le monde le passionne et il cherche à mobiliser tous les savoirs pour le comprendre, détecter la nouveauté et puis anticiper. Voilà, dit-il, à quoi doit servir un philosophe. Prévoir, jeter des ponts, intervenir dans la cité. Observez donc ce regard pétillant sous la broussaille des sourcils neigeux. Vous verrez qu'il est tourné vers le futur plutôt que vers le passé. Un événement cet après-midi sous la coupole. Le philosophe Michel Serres va être reçu à l'Académie française au fauteuil d'Edgar Faure. Michel Serres a demandé que pour la première fois, les académiciens ne portent pas l'épée. Une démarche symbolique d'un homme que la guerre dérange. Écoutez ce que Michel Serres a dit à Dominique Lory sur les dégâts que fait la guerre actuelle et aussi sur les réflexions qu'il se fait à propos du genre humain. Nous avons en une nuit jeté 19 000 tonnes de bombes. Vous savez où? Vous ne savez pas où? Sur le paradis. Vous savez où c'était le paradis? L'Éden, c'était entre le Tigre et l'Euphrate. C'était juste au centre de l'Irak. Quel symbole extraordinaire! Nous avons bombardé le paradis perdu. Mais alors, est-ce qu'au nom de cette philosophie, de cette réflexion, fallait-il rester les bras croisés? Je ne sais pas, ça c'est une décision d'ordre politique. Et je ne sais pas dire, je ne sais pas répondre à cette question. Tout ce que je peux dire, c'est quel est le sens de ce que nous faisons maintenant. Un philosophe dit le sens. Et le sens, c'est de dire que les trois grands monothéismes sont aux prises, comme ils furent aux prises depuis des milliers d'années. C'est pas l'actualité. C'est ce qu'il y a de plus répétitif et de plus archaïque dans notre histoire qui se passe. Et le plus grave, en général, c'est les choses les plus archaïques. Or, nous sommes dans, non pas la modernité, mais la plus grande ancienneté de l'histoire. Michel Serres, philosophe, ne ressemble à aucun de ses contemporains parce qu'il renoue avec la plus ancienne des traditions, parce qu'il se projette vers la nouveauté. Dès les années 60, il annonçait dans la série de livres intitulée Hermès que nous entrions dans une nouvelle civilisation de communication et de services. En 90, dans le contrat naturel, il annonce la nécessité aujourd'hui évidente d'un nouveau rapport au monde que nos pollutions détruisent. À partir de 2000, paraissent 4 ouvrages qui annoncent des changements décisifs dans la science, l'existence et la condition humaine. Traditionnel, il l'est par le souci encyclopédique. Le philosophe cherche à tout savoir. Il part en voyage dans toutes les sciences, il part en voyage dans tous les pays, en mer, en montagne, sur les fleuves. Il fait entrer le monde dans la philosophie. Aimer quelqu'un, c'est l'entendre raconter sa vie et la lui raconter à son tour. Et exister en général, c'est le récit de sa vie. Alors, le récit peut être de telle ou telle nature, héroïque, comique, etc. Mais il faut un récit. Il faut raconter, il faut relater, il faut transformer sa vie dans une chose qu'on peut dire. Nous avons tous besoin d'un récit pour exister. Tu prends à droite, tu vas pratiquement vers la Garonne, quoi, tu vois. Et nous allons à Poulaire, qui est un lieu qui ne se trouve pas du tout dans la plaine, mais au contraire dans les collines qui bordent la vallée de la Garonne. Je vais vers mon enfance.
Et si je me perds, c'est que je me perdrai dans un voyage de régression dans le temps. Voilà, tu vas aller tout droit. Et tu vois, c'est le canal ici. On va passer à droite et à gauche, un peu plus loin, il y a le cimetière où sont enterrés mon père, ma mère, mon frère, enfin... et où probablement je serai moi-même enterré, puisque je ne vois pas pourquoi je serai à Paris, je suis ici. Je ne suis jamais retourné à Poulaire. Et je crois que la dernière fois que je suis allé à Poulaire, je devais avoir 14 ou 15 ans et j'en ai 77. Mais je dois dire que sur 10 livres que je lis, il y en a au moins 8 qui se passent à Poulaire, dans ma tête, tu vois. Si par hasard ça se passe dans une maison, c'est la maison de Poulaire. Si ça se passe dans une vigne, c'est la vigne de Poulaire. Dans ma tête, c'est resté comme le lieu primitif, quoi, le lieu dont je ne suis pas sorti. Dans ma famille, au repas, on parlait toujours de cette pute, la Garonne, qui était toujours en train de nous emmerder, de monter, de descendre, de manquer d'eau, d'avoir trop d'eau, trop de courant, etc. Mais bon, cette pute, c'était quand même notre maîtresse et notre mère à tous, puisqu'elle nous alimentait. On mangeait les cailloux de la Garonne. Mon père était dragueur, c'est-à-dire il exploitait un bateau qu'on appelait la drague, avec les sablières, etc. Et par conséquent, je suis né dans le sable, le nez dans le sable. Et j'ai l'impression qu'il ne m'a jamais quitté vraiment. Lorsqu'on a les pieds ainsi enracinés, où qu'on aille, on transporte ce genre de choses. Et qu'on écrive ou qu'on n'écrive pas, c'est toujours présent. Je crois que j'aurais pu voyager dans tous les pays du monde, et je l'ai fait. Il reste que ce que je suis, dont vous demandez ce que je suis, c'est peut-être, au lieu de la question « qui suis-je ?», c'est la question « où ?» Je suis parti d'ici. Nous étions dans un métier absolument extraordinaire. Parce qu'on avait rapport avec des ouvriers, avec des marins, avec des ingénieurs, etc. Et ce métier permettait la visite du monde, puisqu'il y avait l'eau, l'air, la terre, etc. Permettait la visite du travail, le travail des mains, c'est-à-dire le travail manuel qu'implique à la fois le forgeron, le maçon, celui qui fabriquait des routes, etc. Et d'une certaine manière une ouverture à de l'intellect, puisque les ingénieurs, c'était des gens que j'admirais beaucoup, parce qu'ils savaient construire des routes, ils savaient ferrailler du béton, etc. Et donc, étant petit, nous n'avions pas de diplôme, nous n'avions pas de culture, nous n'avions pas de science, on était toujours en panne, etc. Et je découvrais peu à peu qu'il y avait des gens qui savaient ça. Et du coup, je me demande parfois si l'exigence que j'ai eue toute ma vie, d'avoir pour condition en philosophie la totalité du savoir, etc., ne vient pas tout simplement du métier de dragage de mon père et de mon frère, et que j'ai beaucoup pratiqué pendant des dizaines d'années. Cette espèce d'exigence de totalité. Mon père et même mon beau-père, qui est aussi d'Agen, détestaient qu'on change de classe sociale. Parce que pour eux, et pour moi aussi d'ailleurs, plus on monte dans la société, plus on rencontre le mal et la violence. Ils pensaient que la société était au moins des puissances du mal,
crois que ce n'est pas complètement faux d'ailleurs, je suis encore un peu cathare sur ce point. Donc quand il m'arrivait d'avoir de bonnes notes ou d'être mieux classé en classe, mon père était furieux et il détestait pas me donner des gifles au moment où j'étais justement bien noté. J'ai beaucoup reçu des gifles pour avoir été bien noté. Mais je n'ai jamais cessé d'être proche de l'entreprise, aussi loin que j'aille. Quand il y avait une difficulté sur Garonne, je revenais, bien sûr. Mon frère était quasi jumeau, il avait simplement 11 mois de plus que moi. Et nous avons toujours travaillé ensemble de façon très gémellaire et associée. La naissance, le sevrage, le départ le matin à l'école, l'amertume de l'adolescence, le début dans la vie, l'amour même quelquefois, le divorce, les fâcheries, et puis la maladie, l'agonie, la mort. Je crois que quand on a fait cette liste, on s'aperçoit que l'expérience humaine fondamentale, c'est l'abandon. Être abandonné, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon amour, pourquoi m'as-tu abandonné? Ou alors, pardon mes amours de vous avoir abandonné. Alors, qu'est-ce qui rachète l'abandon? C'est la mémoire, le souvenir. Mais à mesure que les abandons successifs sculptent notre existence de ces amères souffrances, on a l'impression que l'amnésie arrive peu à peu, et on dit un peu communément la page est tournée, les pages sont tournées, et ainsi de suite. Il y a dans l'oubli quelque chose d'assez positif, enthousiasmant, rebondissant, etc. Alors oui, mémoire, mais aussi beaucoup d'oubli. Si on se souvenait de tous ces arrachements, on en mourrait sans doute, et on passerait sa vie à souffrir de ça. Mon père m'a transmis le dégoût de la violence absolue, puisqu'il a fait la guerre de 14, il en a été malade toute sa vie, il en est pratiquement mort. Et puis tout ce qui était son métier, c'est-à-dire le rapport au fleuve, parce que le centre du fleuve, c'était notre maison. Voilà, on habitait le milieu du fleuve, beaucoup plus que notre maison sur la rive. Et peut-être il m'a transmis ça, l'idée que la nature c'est notre maison, que le ciel c'est le plafond, que la surface de la mer ou du fleuve c'est le plancher, et que les peupliers de chaque côté c'est les cloisons.